La France est un des pays les plus consommateurs en produits phytosanitaires au monde. Si 90% des phytosanitaires utilisés en France servent à l'agriculture, 10% servent aux usages des particuliers, des voies de transport ou encore dans l'entretien des espaces verts. Ces utilisations, pratiquées dans un milieu urbain très fréquenté, présentent des risques élevés pour la population comme pour l'environnement. Le risque, effectivement, dans le milieu urbain, dans le domaine espace vert, l'espace collectif, est important et il a été souvent négligé parce que justement, en termes de quantité utilisée, on était sur des niveaux beaucoup moins importants comparativement à l'agriculture. Mais effectivement, même si les niveaux de consommation de produits sont plus faibles, le type d'espace traité, c'est pas le même, donc on est plutôt sur des surfaces peu perméables, des surfaces ruisselantes, donc les risques de transfert vers l'environnement et notamment vers l'eau sont beaucoup plus forts comparativement à des parcelles agricoles. Puis les risques sanitaires aussi sont à prendre en compte puisque la plupart des espaces traités dans le domaine non agricole sont des espaces qui sont fréquentés, donc fréquentés par les citoyens, par le public, par les promeneurs, par les usagers. Donc le risque d'exposition est important, plus important que dans le milieu agricole. En ville, les produits phytosanitaires sont principalement utilisés pour désherber. Ces herbicides doivent peu à peu être remplacés pour limiter les risques. Au niveau européen, nous sommes engagés dans des programmes de réduction et d'amélioration des pratiques d'utilisation de ces produits. Au niveau national, depuis 2008 a été lancé un plan national, le plan Ecophyto 2018, donc qui vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires d'ici 2018, donc dans une durée de 10 ans, de 50%, un objectif de réduction de moitié, donc au niveau des usages agricoles, mais également au niveau des usages non agricoles. Pour limiter l'emploi de ces produits phytosanitaires dans un espace urbain plein de vie, il existe de nombreuses alternatives. Il y a 3 façons de voir. La solution à laquelle on pense peut-être en premier, c'est la solution curative. On se retrouve avec un espace à gérer où il y a de la pousse de végétation spontanée qu'on veut éliminer. Dans ces cas-là, on va chercher une solution d'entretien, une technique, ce qu'on appelle une technique curative. La deuxième façon de gérer un petit peu l'herbe, c'est la façon préventive. Pour ne pas avoir à gérer de l'herbe, pour éviter justement et faciliter un entretien, on va agir en préventif et plutôt réfléchir au préalable à des techniques d'entretien qui permettent de limiter la pousse de végétation spontanée. On aura des solutions par exemple de paillage, d'enherbement, de couverture du sol par des plantes, par des toiles, etc. Et la troisième façon effectivement de gérer ces problématiques de désherbage, et c'est celle souvent qu'on oublie, qu'on sous-estime, c'est l'acceptation de la végétation spontanée dans les espaces privés, dans les espaces communaux par exemple. La flore spontanée n'est pas forcément inesthétique, elle peut même être très appréciée. On a tendance à dire une mauvaise herbe, c'est seulement une habitude culturelle. Une herbe n'est pas mauvaise en soi, c'est peut-être l'habitude, elle, qui est mauvaise. L'acceptation de la flore spontanée est tout à fait possible. Elle demande un effort de communication de la part des maires et de leurs agents pour sensibiliser les citoyens et leur apprendre que la végétation n'est pas forcément un problème tant qu'elle ne gêne pas la circulation ou la visibilité, bien sûr. Découvrons maintenant différentes méthodes pour gérer la présence de végétation spontanée dans une commune ou un espace vert. Première solution, on supprime. Ce sont les techniques dites curatives. Parmi ces techniques, on trouve le désherbage thermique, qui utilise la chaleur pour détruire la flore spontanée. 1 à 2 secondes d'application de la source de chaleur directement sur les feuilles suffisent pour provoquer un choc thermique qui conduit à l'éclatement des cellules de la plante. Les protéines coagulent, la photosynthèse est stoppée, très rapidement la plante va s'assécher et mourir. Dans le cas du désherbage thermique à gaz à flamme directe, cette chaleur est apportée par la combustion d'un gaz, généralement du propane, en phase liquide ou gazeuse. Le brûleur produit une flamme dont la température atteint 1400 degrés Celsius environ. Le stade idéal d'application est de 2 à 3 feuilles. Une plante plus âgée devra être exposée un peu plus longtemps.
Cette méthode est utilisée sur des sols imperméables avec un faible niveau d'infestation par la flore spontanée. C'est une technique très efficace sur une végétation peu développée. Par contre, le choc thermique n'élimine que la partie aérienne de la plante. Il faudra plusieurs passages pour affaiblir les racines et éradiquer la plante. De plus, cette solution consomme du gaz, une énergie fossile non renouvelable. Enfin, il ne faut pas négliger le risque d'incendie dû à la flamme, en particulier dans les régions méditerranéennes. Cette solution ne doit pas être utilisée sur des parties trop enherbées ou à proximité de massifs ou d'arbustes. Il existe aussi des désherbeurs thermiques à gaz infrarouge qui fonctionnent sur le même principe. Mais ici, ce sont des rayons infrarouges produits par les brûleurs qui provoquent le choc thermique. Un autre type de désherbage thermique existe. Il fonctionne à l'eau ou à la vapeur. Là encore, la chaleur provoque un choc thermique et va conduire à la destruction de la plante. On applique de l'eau chaude à basse pression ou de la vapeur directement sur la plante. Ce mode de désherbage convient bien à un sol qui présente un risque important de transfert des herbicides vers les eaux, comme ici au cimetière de Fort-Calquier, situé à proximité de plusieurs sources. Ici, le stade idéal d'application est de 3 à 4 feuilles. Cet outil présente l'avantage d'être polyvalent. Il peut servir de jet d'eau pour décaper des mousses par exemple, ou simplement d'outil de nettoyage. Par contre, il a un coût élevé, la machine filmée coûte environ 20 000 €. De plus, cette technique utilise de l'eau et des énergies fossiles pour la chauffer. Mais les constructeurs essaient de proposer de nouveaux modèles avec un préchauffage de l'eau par panneau solaire par exemple. Le désherbage curatif, c'est non seulement des méthodes thermiques, mais aussi des méthodes mécaniques. Le désherbage mécanique consiste à détruire la végétation en place en l'arrachant ou en la coupant. Les brosses rotatives décapent la couche superficielle du sol sur laquelle poussent les végétaux. Les poils, plastiques ou métalliques, déchiquettent la végétation en place. Ces brosses peuvent s'adapter sur les balayeuses de voirie et effectuer en un seul passage les opérations de balayage et de nettoyage dans une commune. Mais attention, ces brosses très abrasives ne doivent pas être utilisées sur des chaussées déjà abîmées. Le frottement pourrait accentuer leur dégradation. Les brosses rotatives sont à réserver pour les surfaces imperméables, bitumées ou goudronnées. On peut aussi utiliser une débroussailleuse comme le réciprocator. Cet outil, léger et maniable, permet de couper à ras les adventices. Il est composé de 2 lames dentées qui se comportent comme des ciseaux. Contrairement à un rotophile, il évite la projection de cailloux ou de gravillons qui pourraient blesser l'appliquant ou même toucher un passant ou une voiture. Il peut aussi s'enfoncer sous un lit de cailloux et permet donc de désherber un paillage par exemple. Pour des surfaces gravillonnées comme cette allée, on peut aussi utiliser des outils plus traditionnels comme cette sarclette. D'un geste, elle retire la plante et toute sa racine. Et puis il ne faut pas oublier le désherbage manuel et ses traditionnelles serpes ou binettes, toujours utilisées et toujours aussi efficaces. Bien sûr, il existe de nombreux modèles pour chacune de ces techniques, mais quelle que soit la solution choisie, elle demande en général plus de passages que le chimique. Si l'objectif est de 0 adventice, le désherbage thermique et les brosses rotatives demanderont 12 passages par an. 8 passages suffiront pour atteindre une efficacité de 70% sur des surfaces perméables, 5 passages pour des surfaces imperméables. Des outils de fauchage comme le réciprocator ne demanderont que 4 à 5 passages par an. Toutes ces solutions doivent être combinées au mieux en intégrant les nouvelles techniques qui seront développées dans le futur. La deuxième solution pour gérer la végétation spontanée, c'est la prévention. Elle commence au moment de la conception des ouvrages ou des espaces verts. La conception, par exemple, des voiries, au niveau du choix des matériaux, au niveau du choix du mobilier urbain, qu'est-ce qu'on peut installer pour faciliter l'entretien derrière ?
ou faciliter l'entretien au niveau des techniques curatives, ou au contraire prévoir l'installation d'un enherbement et d'une flore qui sera voulu et bien intégré dans l'aménagement. Donc il y a toute cette réflexion au niveau vraiment de l'aménagement. Et puis après, donc une fois qu'on est, et c'est la plupart du temps dans ces cas-là qu'on se retrouve, avec des espaces créés à entretenir, et donc le gestionnaire, qu'est-ce qu'il a à disposition pour justement agir en préventif. Les principales techniques dites préventives sont le paillage et les plans de couvre-sol. Le paillage consiste à recouvrir le sol avec une épaisseur de paillis qui empêche à la végétation spontanée de se développer. Il existe différents types de paillage. Le paillage végétal est très intéressant. Il favorise la vie microbienne du sol et enrichit la terre en matière organique lors de sa décomposition. Il améliore ainsi la qualité du sol et la santé des végétaux qui y sont implantés. On trouve sur le marché toute une gamme de paillages végétaux, à base d'écorce de pin, de paille de lavande. Mais le mieux est d'utiliser comme paillis des déchets végétaux produits sur place, comme au pied de ces rosiers où l'on a disposé un broyat issu de l'élagage de platanes dans la rue voisine. Une solution très économique qui recycle les déchets sur place en interne. Les paillages végétaux se dégradent assez vite, ils sont donc parfaits au pied des plantes annuelles. Pour des massifs, des plantations de vivaces, des arbustes, on choisira plutôt un paillage à durée de vie plus longue, le paillage minéral. Les paillis minéraux sont faits à base de gravier, de billes d'argile ou de pouzzolane. Ce type de paillage offre un rendu très esthétique, mais coûte un peu plus cher. On peut aussi utiliser des toiles hors sol, bâches ou feutres végétaux qui recouvrent le sol et empêchent la pousse de la flore spontanée. Les toiles végétales biodégradables, comme ici sur ce talus, enrichiront le sol en se dégradant. Les toiles plastiques, elles, seront retirées. Ces techniques ont un coût plutôt faible, ce qui les rend intéressantes. Par contre, le rendu esthétique n'est pas toujours très heureux, en particulier pour les bâches plastiques. On peut aussi placer une toile sous un paillage végétal ou minéral, comme ici, ce qui permet d'associer l'efficacité des toiles avec l'esthétique d'un paillage. Quel que soit le paillage choisi, celui-ci demande un soin particulier à l'installation. Il faut au préalable avoir bien préparé le sol, tous les adventices ont été retirés, la terre doit être ameublée, légèrement décaissée et nivelée. Pour qu'un paillage soit efficace, il lui faut une épaisseur importante, d'au moins 8 à 10 cm. Il existe une autre solution qui permet d'agir en préventif, tout en étant très esthétique, l'implantation de plantes couvre-sol. Là, le paillage est remplacé par de petites plantes qui vont fleurir, évoluer au fil des saisons et au fil du temps. Ce sont des plantes qui se développent peu en hauteur, mais qui ont plutôt tendance à s'étaler, à occuper la place au sol, et ainsi à empêcher la pousse de végétation indésirable. Les plantes couvre-sol conviennent très bien à l'intérieur de massifs, à des bordures de murs. On choisit plutôt des plantes rustiques qui nécessitent peu d'entretien et des espèces locales bien adaptées et peu sujettes aux maladies, comme ici ces phycoïdes. L'installation de ces plantes couvre-sol demande un travail de préparation et un coût d'installation, peut-être même un paillage végétal quand elles sont petites. On les plante avec un écartement régulier. En grandissant, elles s'étalent et deviennent très esthétiques, comme ces Dimorphotheca qui ont maintenant 5 ans. Les plantes couvre-sol offrent un bel effet de masse tout en limitant l'entretien. On peut aussi envisager l'implantation d'un jardin sec. C'est un jardin qui ne nécessite pas d'arrosage. Il demande une bonne connaissance du terrain, du climat, des espèces pour parvenir à la création d'un jardin quasiment autonome. Il se compose de plantes peu gourmandes en eau, les espèces méditerranéennes sont donc particulièrement indiquées, comme ici anis, des succulentes ou des cactées. Il y a encore de nombreuses façons de mettre en place une alternative aux produits phytosanitaires. L'alternative, c'est une combinaison de techniques et de solutions réfléchies de manière globale et sur le long terme.
Au niveau des solutions de techniques alternatives, donc il en existe tout un panel. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de solution miracle. L'alternative, ça sera une combinaison de solutions, une combinaison technique qui sera vraiment réfléchie en fonction de l'espace à entretenir, en fonction de la surface, en fonction du revêtement, en fonction de l'usage du lieu, de sa fréquentation, etc. Les méthodes alternatives peuvent parfois sembler plus coûteuses ou plus compliquées que les méthodes chimiques. Mais si le produit phytosanitaire est certes bon marché, il nécessite un stockage, un équipement, un traitement des déchets, le tout très réglementé et coûteux. De plus, il a des conséquences néfastes sur la santé de celui qui l'emploie. Effectivement, les applicateurs, ce sont eux qui sont directement les plus exposés par rapport aux produits chimiques, donc avec les impacts sur la santé, les impacts directs et les impacts à long terme qu'on connaît, qu'on commence à mieux connaître justement. L'intérêt d'utiliser de l'alternatif, c'est de vraiment diminuer ces niveaux d'exposition-là. Mettre en place une alternative saine et durable est un travail sur le long terme. Il faut changer nos habitudes. Chacun a son rôle à jouer pour la préservation de notre environnement. Ensemble, avançons dans cette voie.